Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu bonus en fait, puisque au niveau de l'actu, il se passe pas mal de choses en ce moment, et principalement les grosses news qui sont tombées hier avec le call investisseur de chez Intel. Ça va pas très fort. On va aussi parler des dernières rumeurs sur les RTX 4000, et il y a quelques autres sujets aussi entre deux. Allons-y, c'est parti. Et on commence avec AMD. Chez AMD, on a eu une fuite de documents marketing, comme on peut le voir en dessous. Et en gros, ça donne un premier listing de référence pour les futurs Ryzen. Donc on apprend, entre guillemets, qu'on aura bien un Ryzen 9 7950X, un 7900X, un 7700X et un 7600X. À vue de nez, ça paraît plutôt classique, sauf que on n'aurait pas de 7800X dans cette liste. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas. Mais ça pourrait aussi vouloir dire que d'un autre côté, si AMD ne sort pas de 7800X tout de suite, eh bien ça veut peut-être dire qu'ils vont juste laisser cette déclinaison pour le futur 7800X 3D, qui prendrait la place du 7800X classique. Alors évidemment, rien de concret à ce niveau-là, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui est en train de se passer, ou si c'est juste que le paplard en question n'est pas correct, mais dans l'ensemble, au niveau de la segmentation de la gamme, de ce qu'on l'on voit ici, c'est du plutôt classique, et c'est plus ou moins ce à quoi on s'attend de toute façon. Toujours côté processeur, chez AMD, on commence aussi à avoir des fuites de benchmark de modèles de pré-série, un petit peu comme chez Intel, même si AMD c'est un petit peu plus rare généralement, et ici, apparemment, on aurait les performances du futur 7600X, donc un 6-core, 12 threads. Alors après, ce sont des scores de user benchmark, bon alors c'est pas le benchmark le plus populaire, pas forcément le plus fiable non plus, mais ce qui en ressort ici, du coup on va prendre ça avec des pincettes, mais ce Ryzen 5 7700X, au niveau des résultats, en single core, il serait vraiment plutôt efficace, puisqu'il serait 22% plus rapide qu'un i9 12900K par exemple. Et en single core, par rapport au 5600X, il serait 56% plus rapide, ce qui est quand même une sacrée évolution si ça se vérifie. Alors par contre, en multithreading, si on reste bien sur un 6-core 12 threads, c'est évidemment un petit peu à la traîne par rapport au 12600K, qui est pour rappel à 10 corps, même si c'est 6 gros corps et 4 petits corps. Et c'est un petit peu là le problème de la future génération d'AMD en général, c'est que même si on a une grosse amélioration des performances, on voit ici par exemple que même en multithreading par rapport au 5600X, c'est quand même un bon cran au-dessus. Par contre, est-ce que ce sera suffisant pour concurrencer même le 12600K d'Intel en multithreading? Non. Et le 13600K, en toute logique, devrait avoir encore de meilleures performances en multithreading aussi. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'AMD va avoir à se battre. Mais à mon avis, cette bataille de la future génération de processeurs, ça va plus se jouer sur la gamme et les différents tarifs qui sont proposés. Puisque au niveau des performances, à mon avis, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de déclinaisons qui soient plutôt kiff-kiff au final. Toujours chez AMD, cette semaine, on a aussi eu droit à de nouveaux drivers, et ce qui est intéressant dans ces drivers, c'est qu'on a eu l'update pour les performances en OpenGL, et c'était un des gros soucis avec les drivers AMD depuis très longtemps, c'était que les performances en OpenGL étaient vraiment pas terribles. Apparemment, ils ont réglé le problème, puisque sur OpenGL, par exemple, sur Minecraft, on a jusque 92% de performance en plus, par rapport aux anciens drivers, ce qui est absolument monstrueux. Après, j'ai aussi vu quelques benchmarks passer sur Twitter sur Doom 2016, où on gagnait aussi quasiment 80% de performance par rapport aux anciens drivers, puisque le Doom de 2016 était sous OpenGL. Donc très clairement, ce nouveau driver, pour ceux qui utilisent encore des programmes sous OpenGL, c'est plutôt bienvenu. Et en parallèle de ça, AMD nous a aussi sorti son concurrent au RTX Voice d'NVIDIA, donc le RTX Voice, pour rappel, c'est ce qui permet d'enlever tout ce qui est bruit parasite autour de vous quand vous êtes en train de parler dans un micro. Personnellement, le RTX Voice, moi je m'en sers quasiment tout le temps. Donc AMD a enfin décidé de proposer un concurrent. De ce que j'en ai entendu, il y a du bon et du moins bon dans l'histoire. Bon, il y a pas mal de bugs apparemment au niveau du fonctionnement même du truc. C'est pas encore totalement en point. Les performances de la chose et le son qui en découle, c'est pas au niveau non plus du RTX Voice pour l'instant. Bon, alors après, c'est un premier jet. On ne peut qu'espérer que ça s'améliore, mais on voit quand même que de manière générale, AMD en ce moment cherche quand même à améliorer grandement ses drivers,
et à apporter des features qui lui manquent, telles que celle-ci. Et dans l'ensemble, on ne peut que dire tant mieux, mais on voit très clairement qu'ils sont en train de préparer les drivers pour le lancement de RDNA 3 et essayer de rattraper le retard le plus possible au niveau des features. Donc bon, c'est plutôt cool. Après, on aimerait aussi qu'AMD nous propose quelque chose d'unique et pas juste de rattraper le concurrent. Alors certes, sur la génération précédente, on avait eu le Smart Access Memory, qui fonctionne très bien, quand les jeux sont optimisés pour, bien évidemment, mais bon, on attend quelque chose de peut-être un petit peu plus innovant aussi. Et pour finir avec AMD, et plutôt Sapphire ici, eh bien Sapphire va mettre sur le marché une RX 6500 XT avec 8 Go de RAM. Alors, oui, les 8 Go de RAM, on aurait bien aimé les voir au lancement de cette carte. Après bon, mieux vaut tard que jamais, après, est-ce que c'est vraiment le moment de sortir ce type de carte ? J'en suis pas vraiment sûr. Personnellement, je serais curieux de la tester, puisque je serais vraiment très curieux de voir si d'avoir 8 Go de RAM, ça permet vraiment de combler certaines faiblesses de Navi 24. Est-ce que ça permet vraiment d'avoir de meilleures performances et des performances plus stables en fait? Est-ce que cette 6500 XT avec 8 Go est un meilleur produit qu'avec 4? Très probablement. Est-ce qu'il est intéressant pour autant? Ça me paraît un petit peu compliqué, particulièrement au niveau du tarif. Les 6500 XT actuellement, c'est à peu près 200 balles. On voit aussi que les 6600 commencent à coûter environ 300 €. Bon, alors il y a un créneau entre 200 et 300 €, mais si c'est trop proche de la 6600, ça perd tout son intérêt. Il faudrait vraiment qu'elle soit un tout petit peu plus chère que la 6500 XT classique pour valoir le coup, et encore que. Donc bon, si j'arrive à mettre la main sur une de ces cartes, je serais plutôt curieux de la tester pour la science, je dirais. Mais le produit en lui-même, pas grand intérêt à l'heure actuelle. Et on ressort les moufles au niveau des rumeurs pour les futurs RTX 4000, du coup on repasse chez Nvidia, et on a vu passer cette semaine les rumeurs comme quoi le plus gros GPU basé sur la plus grosse puce AD102, eh bien ce serait un monstre au niveau des specs et au niveau de la consommation, puisqu'on nous annonce 18 176 Q-Core, bon ça on le savait déjà, grosso modo, 48 Go de RAM en 24 Gbps en GDDR6X, et une consommation totale de 800 watts. Bon, est-ce que ce type de carte peut exister? Oui. Est-ce que c'est une carte intéressante? Pas pour grand monde, très clairement. Personnellement, un GPU qui consomme 800 watts dans ma pièce, j'ai pas envie d'avoir un chauffage à longueur de temps juste à côté de moi. Parce que bon, déjà les rumeurs de 600 watts, c'était assez énorme. 800 watts, on est encore à un autre niveau. C'est vraiment beaucoup trop. Après, ça peut exister, ce type de produit, mais c'est clairement plus de la démo technique qu'autre chose. Et si ça sort vraiment, ça devrait coûter extrêmement cher, et ça ne va être destiné qu'à un public vraiment très restreint. Donc bon, cette hypothétique 4090 Ti Titan, on sait pas vraiment le nom que ça pourrait avoir cette carte. Est-ce que ça sortira un jour? Ça dépendra peut-être de la concurrence en fait. Si Nvidia est vraiment en grosse difficulté par rapport à la future architecture d'AMD, c'est pas impossible qu'ils nous sortent une carte de foufou, pour dire de reprendre la couronne, si c'est possible. Après, évidemment, il y a certainement un public pour avoir une carte avec 48 Go de RAM, pour le boulot, tout simplement. Par contre, pour le gaming, aucun intérêt. Pour les rumeurs, toujours pour les RTX 4000, un petit peu plus raisonnable ici, c'est les performances supposées des RTX 4090. Bon, ça on l'a déjà vu il y a quelques semaines, la 4080 et la 4070. Et là c'est un petit peu plus intéressant, bon c'est toujours le même leaker que d'habitude, c'est copie de 7kimi. Dans l'ensemble, sur TimeSpy Extreme, eh bien la 4080 aurait plus de 15 000 points, et la 4070 sur le même test aurait environ 10 000 points. 10 000 points, c'est grosso modo ce que propose actuellement une 3090 Ti, donc la 4080 serait bien environ 50% au-dessus, c'est plus ou moins ce qu'on attendait. La 4070, à peu près le même niveau qu'une 3090 Ti, c'est plus ou moins les rumeurs que l'on avait jusqu'ici aussi. Donc bon, en réalité, les scores TimeSpy Extreme ici, j'aurais pu les inventer moi-même, c'est pas incroyable, il suffit de prendre les résultats actuels et de rajouter les performances qu'on attend depuis un bon moment vis-à-vis des rumeurs. Après, est-ce que ça va se vérifier? On verra bien.
Et on passe maintenant au gros poisson de la semaine et on a eu hier les résultats d'Intel pour le deuxième trimestre 2022 et ça va pas bien. Très clairement, ça s'est pas bien passé du tout pour Intel au second trimestre de cette année. Puisqu'on le voit ici, par rapport à l'année dernière, eh bien les résultats ne sont pas bons. Puisque par exemple le pôle Foundry de chez Intel, au niveau des revenus par rapport à 2021 à la même période, on est en baisse de 54%. On a aussi le Client Computing qui est en baisse de 25%. Les data centers en baisse de 16%. Alors après, il y a quelques bonnes nouvelles entre guillemets du côté de Mobileye, bon 41%, mais c'est pas vraiment le plus gros secteur. Comme on le voit ici, le Client Computing Group et les data centers qui sont vraiment en baisse, c'est là où ça fait le plus mal pour Intel. Alors il y a plusieurs raisons à ça, très certainement il y a une baisse de la demande de manière globale de toute façon au niveau du matos. Et on a aussi la concurrence qui prend de plus en plus de parts de marché, principalement sur tout ce qui est serveur, où Intel se fait manger, se fait grignoter petit à petit aussi par AMD, tout simplement parce qu'Intel, ils sont à la bourre sur énormément de produits côté serveur, et ça devient de plus en plus compliqué à ce niveau-là. Et ça soulève aussi, quelque part, qu'il y a un problème chez Intel au niveau de l'exécution. Puisque même si pour nous, au niveau des PC de bureau, Alder Lake c'était plutôt une réussite, du côté des serveurs, comme je viens de le dire, ils sont carrément à la bourre au niveau des puces pour les serveurs. Et là, très clairement, pour l'instant, AMD est clairement au lead au niveau des performances, au niveau du performance par watt aussi. Et c'est pas prêt de s'arrêter si Intel continue d'être aussi en retard. La génération Sapphire Rapid, ça a été repoussé je ne sais pas combien de fois et c'est toujours pas vraiment sorti officiellement à l'heure actuelle. Et on se demande même si ça va finir par sortir cette année ou pas. Tout en sachant qu'AMD continue lui de sortir de nouvelles générations de processeurs pour serveurs assez rapidement. Depuis l'arrivée de Zen, ça enchaîne très très vite. Là très clairement, pour le moment, Intel ils sont vraiment en difficulté, et si ça continue comme ça risque même d'être encore pire, puisque les prévisions du côté de chez AMD sont assez monstrueuses du côté serveur, donc si Intel n'arrive pas à redresser la barre, ça pourrait vite dégringoler de façon assez énorme, donc il faut vraiment espérer qu'Intel réussisse à s'améliorer. Après, de tout ce qu'on entend aussi des bruits de couloir, il y a aussi des soucis au niveau du management chez Intel, alors c'est une très très grosse boîte, et on sait aussi que parfois dans les très très grosses boîtes, le management c'est un peu compliqué. Et une des conséquences possibles de cette baisse de rentabilité chez Intel, pour nous les consommateurs, ça se traduira peut-être par une montée des prix des processeurs Intel dans les mois à venir. Donc pour la fin de l'année, il n'est pas impossible par exemple que la future génération d'Intel, la génération 13, soit plus coûteuse que la génération 12. Donc dans les grandes lignes, on nous parle d'une augmentation des tarifs de 10 à 20% sur certains produits, on ne sait pas exactement lesquels pour l'instant, mais il faut s'attendre très clairement à une possible augmentation des tarifs. Alors après, si la génération 12 et 13 cohabitent pendant un certain temps, c'est pas forcément dramatique pour nous. En réalité, la génération 12... même si vous l'achetez plus tard, elle est encore très 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 bonne. Et bien évidemment, pour un usage principalement gaming, cette génération 13 en vrai, elle apportera pas grand chose de plus, une légère évolution tout au plus. Puisqu'encore une fois, pour rappel, la génération 13 chez Intel, on attend principalement un doublement des petits corps, ce qui améliorera grandement les performances en multithreading. Par contre, en gaming, on est toujours sur du 6 gros corps ou 8 gros corps pour les plus grosses puces, et une augmentation des performances d'environ 10% grand max, c'est un petit peu ce qui est pressenti pour l'instant par rapport à la génération 12 actuelle, ce qui en réalité en gaming changera pas vraiment grand chose. Une autre conséquence de ces mauvais résultats chez Intel, c'est qu'Intel va fermer tout ce qui est Optane. Alors Optane, c'était plus ou moins une sorte de SSD qui servait de cache dans certaines machines, ce qui était une idée plutôt intéressante en réalité, et apparemment ça marchait vraiment pas trop mal dans certains cas, mais on va dire que ça n'a pas vraiment super bien fonctionné dans l'ensemble, le produit n'a pas vraiment décollé. Donc qu'Intel arrête les frais sur certains produits qui ne sont pas vraiment rentables ou qui n'ont pas un avenir possiblement incroyable, c'est pas vraiment surprenant, et évidemment en période où les résultats ne sont pas très bons. Et un des autres gros problèmes potentiels du côté de chez Intel, c'est au niveau de la partie GPU,
et principalement pour les GPU gaming grand public. Puisqu'au niveau de ce qui se passe actuellement autour de Arc, bon on en parle depuis quelques mois maintenant, le lancement de Arc c'est un petit peu la catastrophe, hein. Pour rappel, c'était censé débarquer en début d'année 2022. Ben on les attend encore, les GPU Arc, ça a été repoussé plein de fois, c'est toujours pas sorti. Apparemment, au niveau de la gestion des partenaires, au niveau de la gestion de la sortie de ces GPU Arc, c'est toujours très compliqué, hein. Même les AIB, hein, donc les partenaires d'Intel pour le lancement des cartes custom, bah, ils savent pas vraiment ce qui se passe, hein, même encore à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'hier, en parallèle des mauvais résultats d'Intel, on a aussi eu deux fuites, entre guillemets, hein, une de chez Cortex et une de chez Moore's Law Z, qui disent plus ou moins la même chose, hein. C'est qu'en gros, le programme pour les GPU, pour PC de bureau, en gros, pour l'instant, ben, il est un petit peu dans la balance. Alors, rien ne dit que ça va être annulé pour l'instant, mais c'est pas quelque chose de totalement impossible non plus. Alors après, je dois bien vous avouer que si vraiment Intel décide d'annuler le lancement des GPU, enfin les futures générations de GPU pour PC de bureau, ce serait un petit peu triste. Clairement, pour le marché des GPU, on a vraiment tout intérêt à avoir un troisième acteur sur le marché, et on espérait vraiment qu'Intel aiderait un petit peu, principalement pour moi, hein, sur les cartes d'entrée de gamme dans un premier temps. Et au niveau de la vidéo de chez Moore's Law is Dead, eh bien, bon, il fait un petit peu état de ce qui se passe actuellement chez Intel, il semble avoir quand même de très bonnes sources, hein, à ce niveau-là, et ça a l'air d'être un bordel complet, hein, tout simplement, au niveau de ce qui se passe chez Intel, au niveau de la partie graphique, et ça a l'air de vraiment très mal se passer au niveau de la communication en interne, et aussi entre ce qui se passe entre l'interne et l'externe. Ça a l'air d'être, enfin ça patauge vraiment sévère. Et à côté de ça, en parallèle de ça, on a aussi des échos, comme quoi, ben, au niveau des performances qui ne sont pas vraiment terribles, hein, pour l'instant de ce qu'on en a vu, il y aurait bien un souci du côté du software et des drivers, mais apparemment, pour cette première génération, pour Alchemist, il y aurait aussi des soucis du côté du hardware lui-même, hein, ce qui fait que les cartes ont un petit peu de mal à passer au niveau des FPS, à des FPS très élevés. Au-dessus de 90 FPS, sur les 1% low, même sur les meilleures cartes, pour l'instant, ça reste compliqué. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi ça a été repoussé autant de fois. Un gros problème software, un problème hardware qu'ils essayent de régler avec le software aussi d'un autre côté, et apparemment pour la deuxième génération, hein, Battle Mage, il semble y avoir aussi des problèmes pour l'instant, donc c'est compliqué. Très clairement, du côté des GPU pour PC de bureau, pour Intel, pour l'instant, ben, c'est pas très glorieux. Par contre, ce qui se dit à côté, ben, c'est que la partie GPU pour serveur, pour le compute, ça devrait rester quoi qu'il arrive, et en réalité, hein, c'est plus ça qu'Intel vise depuis le début, puisque c'est un segment très important, hein, les serveurs et le computing par GPU, est probablement beaucoup plus rentable que les GPU pour PC de bureau, même si ça aurait fait un marché en parallèle pour exploiter aussi cette technologie de GPU. Et ce qui est d'autant plus étrange, hein, c'est qu'en parallèle de ça, bah, on a Intel qui fait un petit peu le tour des gros médias américains, hein, donc ils sont passés chez Gamers Nexus, chez Linus Tech Tips, chez PC World, ils font un petit peu le tour en ce moment pour parler de Arc, et en parallèle de ça, en fait, ils ne donnent pas vraiment d'infos réelles sur le lancement, sur les tarifs ou quoi que ce soit. On sait juste que selon eux, ça devrait être très agressif au niveau du tarif, et apparemment en interne, ben, ils sont pas vraiment très contents de ce qu'Intel est en train de faire au niveau des médias non plus, puisque ça ne reflète pas vraiment la réalité. Enfin bref, ça a l'air d'être un gros bordel. Et au niveau des échos que j'ai vus à droite à gauche, hein, bon apparemment Intel serait conscient qu'il y a un problème en interne, et aussi du côté management, et apparemment ils vont essayer de régler ça au plus vite, donc il devrait y avoir pas mal de remaniements en interne également, et apparemment il y en a quand même besoin. Puisque bon, même si Intel c'est une boîte énorme, même si pour l'instant au niveau des revenus c'est encore très supérieur à ce que fait Nvidia ou AMD, ben, petit à petit ils perdent leur superbe, et ils pourraient très bien chuter à un moment ou à un autre, hein, ou arrêter certains produits, enfin c'est pas impossible, on le voit déjà là actuellement. Donc il faut vraiment redresser la barre avant qu'il soit trop tard, puisqu'il y a un moment ou un autre, hein, s'ils continuent d'accumuler les retards comme ils sont en train de le faire du côté des processeurs pour serveurs, il y a un moment ils vont se faire doubler, et ça risque de mal se passer pour eux. Mais bon, très clairement, pour l'instant, on n'en est pas encore là, il faut espérer qu'Intel réussisse à corriger le tir, puisque très clairement, hein, que ce soit du côté des processeurs, on n'a aucun intérêt à ce qu'AMD soit tout seul, entre guillemets, puisque AMD en fait deviendrait Intel, et on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu pendant toute une période où Intel était vraiment en totale dominance sur le marché, où on a eu une grosse stagnation des performances,
Alors c'était pratique d'un certain côté, hein, puisque du coup on n'avait pas vraiment besoin de changer son matos. Par contre ça a évolué vraiment pas beaucoup. Et du côté des GPU c'est pareil, hein. Personnellement, l'arrivée d'Intel sur le marché des GPU c'est quelque chose que je trouve plutôt positif. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas lâcher l'affaire. De toute façon, hein, déjà à la base, ça allait prendre du temps avant d'être quelque chose de vraiment rentable, d'apprécier ou de régler tous les problèmes. Les GPU, pour le gaming, hein, c'est beaucoup plus complexe que les processeurs, puisqu'il y a aussi toute la partie software à gérer. Évidemment, en face, hein, on a Nvidia et AMD qui font ça depuis de très nombreuses années, et on voit que même du côté de chez AMD, ils commencent à peine à corriger certains problèmes qu'ils traînaient depuis des années, comme par exemple les drivers OpenGL qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Et c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, donc vraiment qu'Intel soit en galère, c'est pas vraiment surprenant. Mais il faut pas qu'il lâche l'affaire, faut qu'il s'accroche, et à mon avis, à un moment ou à un autre, il devrait réussir à avoir un produit plutôt correct. Puisque bon, se faire une place sur le marché des GPU grand public, c'était de toute façon un marathon, c'était pas un sprint, hein, donc j'espère qu'ils vont continuer et pas juste lâcher l'affaire, puisque la première ou deuxième génération, ça se passe pas très bien. Enfin bref, voilà un petit peu ce qui s'est passé au niveau des news de la semaine. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, des bisous à la prochaine, salut!